Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV, diffusé sur Figaro TV, Île-de-France, Figaro Live et Figaro Radio. Ça va Damien? Super Nicolas, bon week-end. Trop bien. On accueille dans ce studio aujourd'hui un visage familier, celui d'une comédienne qui était encore sur vos écrans hier soir dans Le Sens de la Fête, la meilleure comédie française des 10 dernières années. J'y vais, je me lance. Aujourd'hui, changement d'ambiance puisque son personnage va tenter de survivre dans un monde que vous n'auriez jamais imaginé, même dans vos pires cauchemars. Bonjour Judith Chemelin. Bonjour. Merci d'être avec nous, on est ravis de vous avoir. La Peste, c'est le titre de la série que France 2 lance ce soir en prime time. Il s'agit de l'adaptation évidemment du célébrissime roman d'Albert Camus dans lequel vous interprétez Lucie Ferrière, une prof de piano qui va se retrouver au centre de cette terrible épidémie qui décime la population. Alors je rappelle que évidemment par rapport au roman, ça se passe un peu dans le futur, c'est censé être en 2030 et pas dans les années 40 et la pandémie évidemment de Covid-19 est encore très présente dans nos mémoires. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette fiction rallume de mauvais souvenirs? Parce que là on en sort à peine et hop, on va y replonger directement. Mais comme c'est bien pire, oula. on dira ouf, bon, ouais, on n'a pas, voilà, on a échappé au pire. Est-ce que vous diriez que cette fiction, finalement, c'est une piqûre de rappel qui nous dit qu'en fait, une épidémie bien pire que celle que l'on a connue avec le Covid-19 peut éclater à tout moment et que surtout, on n'est pas prêt? Malheureusement, oui. Malheureusement, ça parle de cet éternel recommencement de l'histoire, où évidemment Camus, lui, parlait aussi de la peste brune, du fascisme, qui cogne encore à nos portes aujourd'hui. Donc évidemment, tout est toujours la menace qui se terre, ressurgit dans les cycles de l'histoire. Absolument. Et on va en parler dans un instant de cette incroyable série, évidemment, qu'il ne faut surtout pas manquer. Ce sera juste après les news médias de Damien Canivez. On démarre les news aujourd'hui, Damien, avec une nouvelle recrue pour la chaîne CNews. Oui, il s'agit de Michel Onfray, le philosophe et essayiste, a posé ses valises sur la chaîne d'information en continu du groupe Canal+. Il y présente depuis ce week-end un magazine qui sera diffusé chaque samedi à 13h. Alors ce rendez-vous qu'il incarne en compagnie de Laurence Ferrari s'intitule Face à Michel Onfray, tout sobrement. Voilà, tout simplement. Effectivement. Et la vocation de ce rendez-vous, c'est, je cite, de prendre de la hauteur afin d'analyser les mouvements qui traversent la société en France et dans le monde. Alors dans ce tout premier numéro, Michel Onfray s'est penché sur la colère paysanne, il s'est penché également sur les élections européennes et sur le jeunisme en politique. Il faut savoir que cet écrivain est un visage bien connu des téléspectateurs de CNews puisqu'il débat régulièrement sur les plateaux de la chaîne d'information, notamment celui du Grand Rendez-vous présenté par Sonia Mabrouk. Alors, il y a beaucoup évidemment de questionnements autour de CNews. Récemment, l'Arcom, donc, qui régule l'autorité, va désormais analyser la couleur politique de tous les gens invités sur cette chaîne. Est-ce que pour vous, une chaîne d'information a le droit d'être une chaîne d'opinion ou est-ce qu'elle doit faire de l'information factuelle? On sait que elle doit faire de l'information factuelle, évidemment, parce que là, ce qui s'est passé avec... il y a eu une chose absolument folle bien sûr, sur l'IVG, qui est dangereuse et grave. Terrible, C'est pas vraiment une erreur, c'est quand même une orientation très très claire. Donc oui, ça c'est vraiment grave, parce que ça désinforme au lieu d'informer. Mais une chaîne d'opinion, si les gens connaissent leur couleur, est-ce qu'elle a le droit d'exister à vos yeux ou est-ce qu'elle doit être, ou alors clairement définie comme telle pour que les gens sachent ce qu'ils vont y trouver? Oui, peut-être que c'est pas mal de... Enfin là, on sait très bien de toute façon bien sûr, où on est. Mais il y a des limites quand même. Il y a des limites de réalité à pas distordre totalement. Si on ne veut pas se retrouver comme dans la peste. Oui, exactement. C'est pas faux. Camus était en avance sur son temps, comme dans beaucoup de choses qu'il a écrites d'ailleurs. On continue ces news médias, Damien, avec Israël qui pourrait ne pas participer à l'Eurovision cette année. Oui, figurez-vous que la participation de ce pays au célèbre concours de chant est compromise. Pourquoi? Parce que l'organisation a refusé la chanson Dancing Forever, qui, pour ceux qui ne parlent pas anglais, veut dire danser pour toujours. C'est une chanson que la délégation israélienne voulait entonner. Ce titre fait référence à l'attentat du Hamas qui a coûté la vie à plusieurs centaines de personnes qui participaient à un festival de musique. Alors pour les instances de l'Eurovision, cette chanson est connotée trop politique et c'est la deuxième fois d'ailleurs que le titre présenté par la délégation israélienne est refusé. Le premier, intitulé October Rain, avait lui aussi été refusé pour le même motif. Il faut savoir qu'Israël n'a plus que quelques jours seulement pour trouver une chanson qui se conforme au règlement de l'Eurovision. Oui, ou peut-être qu'ils ne participeront pas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est évidemment spécial. Israël traverse une crise depuis quelques mois. Vous trouvez que l'Eurovision a tort de leur refuser leur chanson, après tout? Écoutez, je n'ai pas entendu la chanson. Je pense que les tragédies que
que les peuples traversent sont si terribles qu'en effet, peut-être qu'on n'a pas envie de se dire qu'on danse sur tous ces morts, peut-être. Lui, c'est une chanson d'espoir, ça veut dire en fait il faut continuer pas politiquement à arrêter les massacres en cours, à libérer ses otages. En effet, donc ça passe dans la sphère culturelle, les gens se déchirent dans la sphère culturelle, dans les médias. Un camp ne peut rien dire sans blesser l'autre camp. C'est absolument terrible parce qu'il n'y a pas de solution pour l'instant politique et qu'il n'y a pas on n'arrive pas à enrayer la machine et les massacres qui continuent d'être commis. Vous suivez ces conflits régulièrement parce que c'est vrai que dans la peste, on parle d'un certain nombre de maux de la société, mais effectivement il y a les conflits au Proche-Orient, la guerre en Ukraine. Vous, Judith Chemla, à titre personnel, vous regardez ces informations ou est-ce que c'est trop anxiogène pour vous ? Oui, je regarde, bien sûr. On ne peut pas détourner les yeux. C'est trop atroce, c'est notre humanité. Et pour l'instant, moi je pense qu'en tant que citoyen, on a délaissé beaucoup notre pouvoir de citoyen. On est quand même des communautés assez, finalement, qui n'osent plus vraiment nous engager, nous prendre ce pouvoir qui est le nôtre dans des démocraties. C'est un peu effrayant de voir que on laisse nos pays aux mains de gens qui peuvent nous amener vers la catastrophe. Bon, c'est dit en tout cas. On termine avec le chiffre du jour, Damien, c'est le 4 aujourd'hui. Oui, c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés devant Dune, le film avec Timothée Chalamet et Zendaya. Ça représente plus de 24% de part d'audience. Ce sens de la fête avec Jean-Pierre Bacri que l'on... Et Judith Chemla, médaille d'argent, tout proche d'ailleurs. Juste derrière, 700 000 téléspectateurs. Plus de 3 millions. Et OSS 117 sur W9 pour la TNT qui ne parvient qu'à fédérer un peu plus de 700 000 téléspectateurs. Quand on voit le sens de la fête aujourd'hui diffusé et refaire encore 3,5 millions de téléspectateurs qu'il est sorti il y a 7 ans maintenant, est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que vous dites, voilà, là j'ai joué dans un film qui va rester de nombreuses années. C'est rare, les films qui traversent le temps. Comme ça, on a l'impression que si on le revoit dans 10 ans, ce sera toujours pareil. Mais ils sont d'utilité publique, les Dano et Nakache, parce qu'ils arrivent à nous rassembler. Et c'est vraiment ce qu'ils font dans leur cinéma. Ils nous rassemblent là où tout le monde se déchire, quoi. Et ils arrivent à le faire avec humour et une infinie tendresse. Donc oui, je suis très fière d'être dans ce film. Quel souvenir vous avez gardé de ce tournage incroyable, évidemment, avec l'immense Jean-Pierre Bacri qui malheureusement nous a quittés depuis, mais vous aurez un souvenir incroyable, il y avait un casting absolument merveilleux. Il y avait un casting extraordinaire. Votre mari, Benjamin Laverne, odieusement odieux, mais comme je l'adore dans la vie, on rigolait beaucoup. Et puis, non, mais vraiment une bienveillance, une gentillesse des acteurs. Ce Jean-Pierre Bacri, là, c'est vraiment un cœur sur pattes. C'est la première fois que vous jouez avec lui. Oui, et puis il était toujours émerveillé de ce qu'il voyait, toujours intéressé par les autres, toujours curieux. C'est vraiment très, très beau. Absolument. Il nous manque beaucoup, Jean-Pierre Bacri. Mais heureusement, ces films sont là. Terminé pour aujourd'hui. C'est fini Damien. pour les news médias, oui. On passe au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Judith Chemla. Je l'ai dit en introduction, France 2 donne le coup d'envoi d'une série de grande qualité, de très grande qualité, intitulée La Peste. Ce sera ce lundi en prime time à 21h10 sur France 2. Vous vous glissez dans la peau d'une prof de piano, Lucie Ferrière, qui va être confrontée à cette terrible épidémie. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelle mesure la fiction est proche, plus ou moins, du livre de Camus, que vous connaissez, j'imagine, évidemment, et que vous l'avez lu. Quelles sont, au-delà de l'époque, les libertés que se sont autorisées les auteurs? Déjà, comme vous le dites, on a une forme de dystopie où on est en 2030 et où on utilise les technologies actuelles, on les projette un petit peu dans le futur. Ça ne se passe pas en Algérie non plus, c'est dans une ville pas identifié de France, mais de la Méditerranée. Du sud de la France, oui. Voilà. Et ce qu'ils ont changé aussi, c'est qu'ils ont réintroduit plus de personnages féminins. Le vôtre notamment, qui n'existe pas. Le mien, celui de Sophia et Saïdi, et quelques autres aussi. Voilà, je pense qu'ils sentent que l'époque le demande aussi. Et ça, oui, c'est quand même
c'est quand même différent. Après, toutes les lignes sont les mêmes, les lignes humanistes, la dénonciation des forces obscures. Et voilà, et les prénoms aussi sont tous les mêmes, ce qui peut être rigolo d'avoir un petit garçon qui s'appelle Philippe ou d'avoir aujourd'hui en 2000 Monsieur Pierrot en Bernard Rieux. Bernard Rieux, exactement. C'est très plaisant aussi. Exactement. Et en 2030, on se trouve exactement dans quel contexte? Puisque, comme vous l'avez dit, cette série est une dystopie. On est dans une ville fictive, dans une époque qui n'existe pas aujourd'hui. Mais justement, quel est le contexte de cette époque qui est dépeinte dans la fiction? Bien, ça se noue avec la fiction, mais on voit qu'on est quand même dans un pouvoir politique qui surveille, les caméras surveillance sont régime partout. très autoritaire, c'est ça. Ouais. Très autoritaire, mais qui dissimule complètement cet état de fait. La police qui a ses milices secrètes pour faire régner l'ordre. Voilà, les étouffements d'informations, la distorsion d'informations. On n'est pas si loin. Ah, vous trouvez qu'aujourd'hui, on va tout doucement vers ce genre quand même, de délire? il y a une surveillance quand même accrue, nos téléphones aussi, comment on sait qu'on peut être espionné à travers nos téléphones. Oui, on n'est pas très loin de tout, quoi. On marche sur un fil. Et dans le contexte, évidemment, dans ce contexte de totalitarisme et de régime autoritaire, un virus donc arrive et se propage à la vitesse de l'éclair. Comment est-ce que les autorités vont réagir quand elles se rendent compte que ce virus est là, dans le film notamment? Un petit peu comme nous, comme les nôtres il y a quelques années. Ouais. On ne veut surtout pas alerter, angoisser la population. D'abord, on dit que non, et apparemment c'est toujours grave, comme ça. Que c'est pas grave. On l'a vu au moment du Covid. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, que c'est sous contrôle, et puis non, en fait, c'est faux. C'est pas vraiment sous contrôle. Et votre personnage, il va jouer quel rôle dans ce joyeux désordre? Ben, écoutez, je pense que c'est pour moi, c'est une forme c'est une résistante humaniste qui représente l'art, une joie de vivre, une liberté. C'était la vision d'Albert Camus, notamment, cette vision très humaniste. Bah oui, c'est ça. Je pense que c'est un petit hommage à Camus sous la forme d'une femme. Mais oui, je pense qu'elle représente un espoir. Et puis elle est très humaine, elle se fatigue, mais elle revient au combat. Elle est déterminée à préserver son humanité, quoi. Pour préparer le rôle, Judith, est-ce que vous avez relu La Peste ou lu? Est-ce que vous êtes forcée à le faire ou vous n'étiez pas obligée, mais vous l'avez fait? Oui, j'ai relu, j'ai relu certains passages, et oui, c'est très très utile pour s'inspirer, pour être dans l'esprit de Camus, bien sûr. Et quel était l'objectif d'implanter l'histoire dans une ville qui n'existe pas? Parce que vous auriez très bien pu dire que la scène se déroulait à Marseille, à Aix-en-Provence, pourquoi pas à Nice. Comme d'ailleurs dans le roman de Camus, l'histoire se déroule à Oran. Là, c'est dans une ville qui n'existe pas. Quel est l'objectif de ce choix? Je pense que Antoine Garceau, le réalisateur, n'avait pas envie qu'on se dise « Ah ben on est là, on se reconnaît ». Il avait envie de nous perdre un peu, de laisser notre imaginaire aussi travailler. Donc on est à Nice, à Antibes, à Marseille. Donc dès qu'on a un repère, il est floué parce qu'on ne reconnaît pas le décor suivant. Et je pense que pour lui, c'était important d'ouvrir nos esprits. Ça donne un côté plus universel à cette histoire, tout le monde peut s'y identifier. Et vous ne voulez pas stigmatiser une ville, peut-être aussi, c'est possible. C'est vrai. Oui, parce que c'est vrai que la ville en question est très sale, puisqu'il y a une grève des éboueurs dès le début de effectivement, chacun la situera où il veut. On en parlait tout à l'heure, effectivement, à certaines séquences qui vont nous rappeler terriblement le pic de l'épidémie de Covid-19. On rappelle d'ailleurs que pendant cette épidémie, La Peste avait vu ses ventes augmenter. Les gens avaient beaucoup commandé sur Amazon et les librairies en ligne La Peste pour le relire. Plus de 4 ans après, vous, quel souvenir vous gardez, Julie, de cette espèce de crise de panique collective qu'on a tous traversée et vécue? Écoutez, moi personnellement, j'étais dans mon appartement parisien, on venait d'aménager, on avait beaucoup de lumière, heureusement. Oui. Et quelque part, même si je faisais des cauchemars horribles qui
qui sont un petit peu, qui ont un peu un lien avec cette peste. Je faisais des cauchemars où on devait creuser dans le bitume et on enterrait dans des fosses communes les gens devant les immeubles. Voilà, c'était assez fou. Mais par contre, je me dis... Ce qui s'est passé dans certains pays d'ailleurs. C'est terrible, ouais. Pas chez nous, mais dans certains pays, c'était le cas. Malgré ces cauchemars, j'étais un peu contente que les humains soient punis dans leur chambre. Ah oui. Ouais. Mais pourquoi? Au point, là, calmez-vous, foutez-nous la paix, et que la planète puisse un peu respirer. Je trouvais que ça nous montrait que, voilà, on n'avait pas forcément toujours la première place, la place unique, le fait qu'il y ait des animaux qui se rebaladent dans les villes, que les oiseaux rechantent, que la nature reprenne un peu son souffle. J'étais assez contente et je me disais, bon, est-ce que ça peut nous faire réfléchir à... Un petit rappel à l'ordre, voilà, quoi, en fait. Vraiment. Et vous pensez que ça nous a fait réfléchir? Non, vite fait. Le monde d'avant, on est déjà reparti au monde d'après. À blinde à nos bonnes habitudes. Donc vous, le confinement, vous l'avez plutôt bien vécu alors? Pas si mal que ça. C'était dur parce que j'avais des choses annulées, un opéra reporté. C'était vous ne travailliez plus. Ouais. Et puis, malgré tout, un moment de grâce dans la cathédrale de Notre-Dame où on m'a demandé de chanter. Donc là, pour moi, c'était un moment de grâce. Ouais, c'était les deux, quoi. Un peu les deux. Ouais. Alors, vous avez récemment tenu un rôle majeur dans la série de Canal+, d'Argent et de Sang, d'en parler en plateau, sans doute l'une des meilleures séries françaises récentes, qu'on vous recommande bien évidemment. C'était un de vos plus gros projets en télé, cette série de Xavier Giannoli. Ah, j'avais quand même joué dans Engrenage. Il y avait Engrenage, effectivement, 3, une autre série de Canal+. Ouais. Et là, oui, avec Xavier, bon, de toute façon, en plus... Xavier est un cinéaste formidable et là il a fait un travail extraordinaire. C'était absolument passionnant avec des acteurs fabuleux, l'intrigue, l'enquête. Vincent Lindon, Ramzy Bédiani, Schneider, voilà, on dit, il y a des acteurs extraordinaires. Ouais, extraordinaires. Donc c'était une grande expérience. Et vous qui avez plus souvent tourné pour le cinéma, est-ce que vous avez envie d'être davantage présente à la télévision? Écoutez, c'est un peu le cas là. Ah oui, c'est pour ça qu'on pose cette question, on se rend compte qu'il y a un petit embouteillage de fiction en ce qui vous concerne. Il y a les plateformes aussi aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la qualité, vraiment, là en tout cas Canal+, là La Peste aussi, c'est vraiment, on est avec des réalisateurs et des équipes qui se donnent les moyens de ça faire ressemble à du cinéma quoi. Quasiment. Ouais. C'est ça. Et les prochaines fictions, les prochaines films auxquels on vous verra, Judith? Alors, on a tourné un magnifique film de Guillaume Sénez avec Romain Duris au Japon, là cet automne, qui est en train d'être, je crois que le montage est quasiment fini, qui s'appelle pour l'instant Une part manquante et qui va être très très beau. Cinéma. Ouais, moi au cinéma. Cinéma. Alors, il y a quelques semaines, Judith Chemla, vous avez sorti un livre intitulé « Notre silence nous a laissés seuls ». Vous y révélez avoir été victime de violences conjugales de la part de 2 de vos anciens compagnons et père de vos enfants. Vous avez publié même des photos, d'ailleurs, sur Instagram, c'était en 2022, montrant vos blessures au visage. Oui, pourquoi vous avez décidé de prendre la parole à ce sujet ? Quand on prend la parole pour ce genre de sujet, c'est vraiment qu'on ne peut plus faire autrement et qu'on est poussé à bout. Personne ne veut s'exposer ainsi, personne n'a envie d'avoir cette image qui lui colle à la peau de victime, personne ne souhaite ça, vraiment. Donc moi je l'ai fait parce que il y avait une condamnation pénale, il y avait eu un petit séjour en prison de la part de père de ma fille, et j'étais toujours harcelée, oppressée, et je ne voyais pas comment faire. Je me disais, si je reporte plainte, il va aller en prison, puisqu'il ne respecte pas les conditions de son sursis. Donc un an après l'agression au visage, j'ai écrit toute seule dans ma chambre, comme je le faisais tous les soirs pour traverser cette période insupportable. Et en me relisant, j'ai senti la portée publique de mes propos, et dans un mouvement dans une volonté qu'on me foute la paix, j'ai dit voilà, cet acte de violence, il ne m'appartient pas, je subis encore de la violence, il t'appartient à toi, c'est le tien. Reprends tes actes et la honte qui va avec. Ce n'est pas à moi de porter ta honte et de continuer à protéger quelqu'un qui pourra avoir une belle carrière de réalisateur, de protéger, de faire en sorte que le film sorte sans encombre, tout en subissant encore, comme c'est le cas de milliers de femmes qui sont obligées de protéger leurs ex-conjoints, qui sont souvent les pères de leurs enfants, et qui se taisent.
et qui se taisent, parce qu'on doit se taire pour pas être taxé de manipuler les enfants, pour pas avoir cette inversion des culpabilités que les agresseurs exercent sans cesse. Donc j'ai parlé dans un mouvement très instinctif. Et ensuite, quand on m'a donné la parole sur France Inter, j'ai eu des centaines, des milliers de témoignages de femmes qui me remerciaient et qui m'exposaient leur qui se calvaire. sont reconnus dans ce que vous aviez fait. Oui. Donc je savais que ma voix emportait d'autres et que moi j'avais un champ pour parler puisque j'ai un peu de lumière sur moi. Et que voilà, mais j'ai pas fait tout de suite. Je l'ai fait parce que malheureusement je le fais parce qu'il faut faire bouger des choses au niveau de la justice. Au niveau de ce système institutionnel. Qui est très figé, oui. Parce que là, tout est éclaté, ça ne fonctionne pas bien. Et qu'on peut se retrouver victime du système, harcelé judiciairement, alors qu'on cherche juste à vivre en paix. Et ça n'est pas normal. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Est-ce que c'est important aussi de le faire à l'époque, effectivement, MeToo a presque 6 ans aujourd'hui, un mouvement qui est venu de votre milieu d'ailleurs, celui des actrices, la libération notamment de la parole. Tout ça, c'est un mouvement clenché qu'il faut poursuivre, puisque ça tombe évidemment dans cette période. Si vous voulez, là, il y a une brèche qui s'ouvre. Et pour l'instant, on a beau en parler beaucoup, le silence règne encore. C'est le silence qui règne. Il ne faut pas se tromper, même si ça fait beaucoup de bruit. Beaucoup se taisent. Beaucoup subissent encore, en silence. Donc oui, c'est une vague, on ne peut pas arrêter ce ras-le-bol de subir toujours encore en étant... ça n'est plus possible. Donc oui, le témoignage d'une permet le témoignage de l'autre. Oui. Et ça crée des liens et ça crée des champs de force différents pour renverser un monde qui ne peut plus tenir sur la domination des femmes. Ça ne peut plus. Sur la domination des hommes, vous voulez dire ? Un monde qui ne peut plus tenir sur la domination des hommes. Non, là pour l'instant, ça tient encore sur la domination des femmes par les hommes. Bien sûr. Oui, je comprends. Oui, absolument. Oui, la domination des femmes par les hommes. Pour l'instant, malheureusement, dans les faits de violence, c'est le cas et ça n'est plus tolérable. On demande plus de justice et c'est possible. L'Espagne l'a fait, l'Écosse l'a fait, c'est possible, on peut le faire. Il faut des moyens, il faut y aller. Il ne faut pas que des discours. Et on va continuer d'ailleurs, Damien, avec notre prochaine rubrique, au suivant, dans laquelle on va justement en parler. Vendredi, nous recevions sur ce plateau Vanessa Burgraff, l'ex-chroniqueuse de Laurent Ruquier, dans On n'est pas couché, et désormais directrice de la chaîne d'info France 24. Et elle avait une question à vous poser justement sur ce sujet. Judith, je vous propose d'écouter Vanessa Burgraff et d'y répondre juste après. Très bien. Judith Chemla, est-ce que vous pensez que le monde du cinéma a suffisamment soutenu Judith Godrèche ? Une question, oui, effectivement, parce qu'elle a été critiquée, il y a eu beaucoup, Elle a été critiquée. Aussi, oui. Écoutez, j'ai pas eu accès à beaucoup de critiques. Je pense que, en effet, l'Assemblée qui se lève, tout le monde se lève. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sentent un peu obligés de se lever. Mais je pense, moi j'ai de l'admiration pour Judith Godrèche parce qu'elle met des coups de butoir et elle en remet, et elle en remet, et elle va au Sénat, et elle va à l'Assemblée, et elle a raison. Et elle a raison, parce que pour renverser un système d'omerta, il faut y aller. Elle existe vraiment dans le cinéma, vous qui connaissez depuis bien des sûr, années, puisque on est dans un système où il faut protéger. Oui, c'est réel. Il faut protéger l'intérêt du film, même si l'acteur, le producteur, le réalisateur abusent. Chacun protège ses intérêts financiers. Et il faut que ça sorte, et il faut que ça marche. Et donc, il faut pas faire de vagues. L'humain n'est pas au cœur de la machine. Voilà. Comme dans beaucoup de choses dans notre société. Donc, je pense que on est en train de se réveiller, mais ça met du temps et c'est normal. Comment faire quand le président du CNC est lui-même mis en cause pour agression sexuelle ? Comment s'y retrouver ? C'est schizophrénique.
Alors ce mardi, nous allons recevoir le journaliste sportif Messaoud Benterki qui couvre notamment le biathlon sur la chaîne L'Équipe. Avant de lui poser une question, vous êtes quelqu'un de sportif? Faites du sport, gardez la ligne dans ce métier, c'est ça? Je fais vachement de vélo. Ah, c'est déjà pas mal, J'ai ça, pas pour assez début. le temps de. J'aime aller courir autour du canal Saint-Martin, mais j'ai pas assez le temps et je le regrette parce que je pense que le sport c'est vraiment une façon de se conquérir soi-même qui est magnifique. Mais j'aimerais avoir plus le temps de faire du sport. Bon, vous êtes en parfaite forme. En tout cas, si vous avez une question à poser à Messaoud Benterki qui sera là dès demain, Ouais. Judith, c'est le moment. Vous voyez la caméra ici, Celle-là. à gauche, voilà, elle s'allume. Vous pouvez lui poser une question. Messaoud vous écoute. Alors Messaoud, bonjour. J'ai appris que les Françaises étaient quasiment les meilleures au monde en biathlon et j'aimerais savoir pourquoi selon vous. Ah, ça, c'est une... Ouais, c'est une très bonne question. Ah oui. Préparation, tout. Mais à mon avis, il connaît les secrets. Parce oui. qu'effectivement, on est très fort en biathlon et on aimerait bien savoir pourquoi. Après tout, on sait aussi bien faire du ski et tirer à la carabine. Merci en tout cas, Judith Chemla, d'être passée nous voir. Merci à Je vous. rappelle que vous jouez l'un des rôles principaux dans La Peste, une fiction qui démarre dès ce soir sur France 2 en première partie de soirée. On vous la recommande évidemment grandement. Et également de revoir d'Argent et de Sang qui est entièrement disponible. Les 12 épisodes maintenant sur MyCanal si vous avez raté cette série. Damien, On se retrouve demain avec Messaoud Benterki. Absolument. Toujours là, mais mieux, d'ici là, portez-vous bien Merci et beaucoup. encore Merci à merci vous. de votre fidélité au Buzz TV.